C'est toujours un réel plaisir de se retrouver avec vous, aimables téléspectateurs, dans le cadre de ce grand plateau. Ça fait débat, oui, ça fait débat. La crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. On en parle dans tous les salons. Oui, on revient aujourd'hui également sur cette crise, si cela est évoqué sur le continent, mais également en interne. On propose des pistes de solutions. Si Félix Tshisekedi ne transige toujours pas, il ne veut pas dialoguer avec les groupes rebelles, dont le M23 et AFC, mais en interne, il se dit ouvert à un gouvernement d'union nationale. Comment composer ce gouvernement d'union nationale alors déjà que de l'autre côté, les prêtres ont entamé cette démarche du pacte pour la paix? Comment comprendre cela également avec tous les éléments d'information qu'il y a autour, la sortie de Jean-Marc Kabound et également l'opposition qui se prononçait quant à ce. On va évoquer le tout ici sur ce plateau avec des invités. Pas le moindre, nous avons M. Sylvestre Bosso, secrétaire général du Parti communiste en RDC. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame. Nous avons également M. Jean-Paul Lumbulumbu, ancien vice-président honoraire de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Et M. Dieudonné Mouchagaloussa, président du panel des experts de la société civile. Bienvenue également. Merci beaucoup, maman. Également, nous aurons bien aimé avoir avec nous M. Ferdinand Cambéré, qui se retrouve à l'instant même en réunion au sein du parti. Et il a juste demandé ses excuses auprès des invités, mais également à vous, aimables téléspectateurs. Alors, nous allons ouvrir directement le débat. Comment circonscrire la situation actuelle en ce moment? Après la sortie médiatique du chef de l'État, il s'est entretenu avec les élus, notamment les députés et sénateurs. Il y a autant d'événements qui sont suivis. Comment contextualiser cela, monsieur Lombo? Merci beaucoup, madame. Une question essentielle qui fait débat. Mais ce qui fait débat également, c'est des tueries que nous avons observées dans la ville de Bukavu. Nous en profitons pour adresser un mot de compassion et de solidarité à toute la population de la ville de Bukavu. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés. C'est autant dans la ville de Goma, où on signale chaque jour des cas d'assassinats ciblés, et même des enlèvements des enfants pour un recrutement forcé dans l'armée. C'est des choses qui dérangent les esprits des Congolais, et nous ne pouvons pas commencer une émission et parler de ce qui fait débat à Kinshasa en oubliant ce qui fait débat, malheureusement dans un mauvais angle, à l'est de la République démocratique du Congo. Exactement. Évidemment, nous avons observé les chefs de l'État réunir la majorité parlementaire, pour ne pas dire l'union sacrée. Et au cours de son adresse à l'union sacrée, nous avons constaté, certes, qu'il a émis une sorte de déception de n'avoir pas été suffisamment soutenu par l'Union sacrée. Il a dit qu'il aurait souhaité avoir un gouvernement d'union nationale. Mais avoir un gouvernement d'union nationale, c'est une très très bonne chose. On peut le dire dans les contextes qui est le nôtre. Parce qu'en principe, madame, le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, qui est caractérisé notamment par l'agression de l'armée rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo, avec tout ce qu'il y a comme corollaire, demande à ce que nous puissions essayer de transcender les appartenances. Majorité, opposition, société civile, pour ne parler que de la République. Et lorsqu'il faut parler de la République, là j'encourage l'idée du chef de l'État, parce que lui-même, en préparant la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, ça veut dire qu'il reconnaît qu'en dehors de la majorité parlementaire de l'Union sacrée, il existe d'autres Congolais qui peuvent apporter des contributions pour trouver des solutions aux problèmes de la République. Certes, la République est gérée sur le plan politique dans les institutions par l'Union sacrée, mais la République n'appartient pas à l'Union sacrée. La République appartient à tous les citoyens, dont ceux de l'Union sacrée, ceux de l'opposition, ceux de la majorité, et tous les Congolais de tous bords. L'impératif de la cohésion nationale, cet impératif, je crois que ça peut trouver une partie de réponse dans la mise en place de ce gouvernement. Et c'est là pour deux raisons. La première raison, madame, c'est que vous savez comment les élections ont été organisées. C'est que le gouvernement d'union nationale, à mon sens, va essayer d'apporter des solutions aux innombrables frustrations créées par
l'organisation des élections. Dans les élections, il y en a qui ont perdu et qui sont frustrés jusqu'à aujourd'hui, tout comme il y en a qui ne devraient pas perdre, mais qui ont été proclamés perdants. C'est des frustrations des Congolais qui peuvent faire à ce que nous puissions perdre cet élan-là de solidarité nationale, la cohésion nationale, et en remettant tout le monde au même pied d'égalité, je pense que l'impératif de la cohésion nationale pourra retrouver une partie de la réponse. La deuxième raison, c'est que, comme vous le savez, les partis qui sont aujourd'hui occupés par l'armée rwandaise, c'est des parties de notre territoire. Certains des territoires ont connu des élections, oui, ont connu des élus, et d'autres ne l'ont pas connu. Je prends le cas, par exemple, du territoire de Rutshuru, le territoire de Massissi, où les élections n'ont pas été organisées. Et nous pensons que la mise sur pied d'un gouvernement d'union nationale pourrait permettre, n'est-ce pas, aux leaders de ces entités-là, n'est-ce pas, de pouvoir apporter leur pierre de contribution. Moi, dans la formation du gouvernement d'union nationale, je prends le gouvernement au sens large, ce que je vois de plus important, c'est la contribution de tout un chacun à l'édifice de la République. Ça veut dire, comme moi, je suis un député honoraire du Nord Kivu, vice-président de l'Assemblée honoraire du Nord Kivu. Avec la gestion de la province du Nord Kivu, j'ai eu une certaine expérience et ce qui se passe chez moi. Peut-être que je peux apporter, mais fût-ce qu'une petite idée qui peut contribuer à la solution. Moi, je vois plutôt l'aspect contribution. Et c'est là que j'ai dit, j'encourage l'idée, en dépit du fait qu'il y aura une difficulté à gérer. La difficulté et le défi majeur, ça sera la gestion de cette même majorité. Parce que cette majorité qui se compose déjà à l'Assemblée nationale, c'est cette majorité qui a produit le Premier ministre. C'est cette majorité qui a produit les ministres, en tenant compte du nombre de députés. Mais lorsqu'on parle du gouvernement d'union nationale, ça veut dire qu'on arrive dans une période où il faut relativiser les forces politiques au sein de l'Assemblée nationale pour donner la place plutôt à la contribution, j'appellerais ça contribution citoyenne, parce que la citoyenneté ne tient pas compte de la couleur politique. Et je crois que là, il va falloir que le chef de l'État puisse tenir compte de cet aspect-là pour bien gérer les autres frustrations qui peuvent naître à l'occasion de ces défis-là. Voilà donc d'emblée ce que je peux Monsieur Sylvestre Bossoit, dans ce contexte, est-ce que l'on ne veut pas forcément chercher à résoudre un problème par un autre problème? Aujourd'hui, c'est vrai, si M. Lumbu revient également pour évoquer la question des frustrations. Les frustrations, ça vient déjà, c'est déjà parti avec l'opposition qui réclamait notamment toutes ces questions, notamment la mise en place des membres du bureau de la centrale électorale, la question des élections où l'on parlait plus des nominations que des élections proprement dit, et qui a abouti à une majorité parlementaire aujourd'hui. Si l'on revient également avec cette question de la majorité élargie pour créer ce gouvernement d'union nationale. C'est pour composer avec qui? D'autant plus que déjà l'opposition en grande partie ont refuté cette proposition du gouvernement, notamment Martin Fayulu, il y a Sessanga, il y a également Moïse Katumbi aussi qui ne veulent pas, qui se sont prononcés pour dire qu'ils ne vont pas participer à ce gouvernement. Alors, on va composer avec qui exactement? Merci beaucoup, madame. Je pense que nous sommes dans une période d'exception et il faut des solutions fortes. Période d'exception, cela signifie quoi? L'Est de notre pays est occupé par l'armée rwandaise qui est soutenue par les multinationales internationales. Des pays qui ont des richesses dans leurs terres, ils sont dans une situation de guerre en permanence. C'est pourquoi vous voyez, aujourd'hui, l'Ukraine est
envahi parce qu'il y a des richesses sur sa terre. Et aujourd'hui, je vous parle, il y a des négociations entre le président américain et ukrainien dans l'objectif de gérer les richesses de l'Ukraine. En RDC, nous sommes un pays exceptionnel qui a au moins 34 familles de minéraux. Et dans ces 34 familles de minéraux, le pays sera confronté toujours dans une guerre en permanence. Et celui qui gère une telle nation, convoitée par toutes les puissances du monde, parce que les richesses qui sont à l'est de la République sont recherchées par toutes les puissances. Et celui qui va gérer la force le pays qui va gérer, qui aura beaucoup de contrats avec la RDC, sera la première puissance économique du monde. Et c'est vérifié et vérifiable. Dans un tel pays, on dirige avec beaucoup d'intelligence. Et la politique, c'est une affaire de concession, une affaire de dialogue en permanence. Et c'est pourquoi, dans une guerre comme celle que nous connaissons aujourd'hui, on ne parle pas de l'union sacrée, on ne parle pas de l'opposition, on parle de la nation. Raison pour laquelle j'ai apprécié au moins la démarche du chef de l'État, parce qu'il est chef de l'État, il est chef, le président de la République, c'est une institution. En étant une institution, si aujourd'hui les Rwandais prenaient la ville de Kinshasa, il n'est plus chef de l'État. Il ne sera plus chef de l'État, c'est un autre chef de l'État, et les histoires des élections tombent. Pendant cette période, on ne parle pas de la majorité au Parlement ou de l'opposition. On parle de la patrie, la lutte patriotique. La patrie maintenant est en danger. Lorsque la patrie est en danger, il faut ignorer des conceptions de l'opposition et majorité au pouvoir. Il faut parler de la patrie. Comme le pays aujourd'hui est en guerre, le président a besoin des intelligences de la République pour faire face à la guerre d'agression. Et à ce niveau ici, il faut puiser des intelligences dans toutes les parties, dans toutes les formations politiques, société civile et n'importe quelle couche de la société, celui qui est capable d'être placé au gouvernement, et le chef de l'État n'allait pas pécher parce que pour le moment, tout est suspendu. Le pays est en guerre. Il y a des villes, des provinces qui sont dirigées par l'armée, Ituri et Nord-Kivu. Et lorsque il y a eu état de siège, la Constitution n'a pas prévu qu'il y aura des généraux qui vont diriger les provinces. Mais le président a trouvé quand même une issue pour calmer la situation. Dans le cas d'espèce, nous trouvons que l'idée du gouvernement d'union nationale, il faudra que celui qui est patriote congolais, il doit accepter cette proposition, parce qu'avec cette proposition, nous allons résoudre le problème de frustration, parce qu'il faut résoudre le problème des conflits en interne, et lorsqu'en interne vous êtes unis, vous avez la force de détruire l'ennemi extérieur. Mais aujourd'hui, justement, si on doit revenir sur cette question, n'est-ce pas un peu contradictoire entre le dire et le faire? Aujourd'hui, c'est vrai, le chef de l'État le dit, il est ouvert à l'opposition, ouvert, mais en même temps, dans les faits,
L'on accuse X, l'on accuse Y, l'on condamne X, l'on condamne Y. Et on se dit finalement, dans tout ce contexte-là, comment arriver à faire confiance à ce discours où l'on veut rallier tout le monde? Parce qu'aujourd'hui, disons-le, d'aucuns se sont prononcés sur la question du dialogue en interne. C'est depuis. C'est de là même qu'est partie la sortie médiatique du chef de l'État sur des qualificatifs avec Katumbi, avec les autres. On se dit finalement, est-ce que ce n'est qu'un discours ou bien il y a réellement du contenu pour effectivement résoudre cette crise en interne en République démocratique du Congo? D'abord, dans son discours, il y a une piste de solution. Laquelle? Dans son discours avec l'Union sacrée. Le président de la République, il a confié la responsabilité de consultation à son conseiller spécial en matière de sécurité. Cela signifie quoi? Dans toutes les nations du monde, ce sont des services d'intelligence qui sont capables de détecter les intelligences du pays. À l'opposition, société civile et aussi dans les confessions religieuses. Les services d'intelligence, le conseiller spécial en matière de sécurité, c'est le patron même de tous les services de sécurité. Parce que c'est là où il y a de la conception même, l'élaboration de la conception de la sécurité nationale. Lorsque le conseiller spécial a la mission de consulter, il consulte au nom du chef de l'État presque tout le monde. Cela signifie que le conseiller spécial connaît presque l'ensemble des intelligences qui sont dans l'opposition et dans la société civile et aussi dans la majorité au Parlement. Le chef de l'État a conclu une grande déception pour la gestion de l'Union sacrée, qui ne l'accompagne pas dans la mobilisation contre l'agression. Mais justement, je reviens sur cette question. Comment, c'est vrai que le chef d'État exprime, mais en même temps, lorsque l'on pointe déjà au sein de l'Union sacrée, l'on qualifie de X de traître, l'on qualifie de l'autre, même dans le discours du chef de l'État, il ne l'a pas caché, il a dit les autorités sont restées taiseux alors qu'il y avait une situation. Alors c'est ce silence-là déjà que certains le disaient bien avant. Comment arriver à jouer franc jeu en interne pour justement parler de ce dialogue, de cette union en interne? Oui, Madame Arlette, merci beaucoup. Je voulais me joindre d'abord à l'honorable Jean-Paul Lumbulumbu pour présenter effectivement toute ma compassion, parce que lui et moi, nous sommes effectivement ici spécialement de Bukavu, ma proximité, ma compassion à toute la population de la ville de Bukavu. Et je peux le dire, si vous le permettez, pour les Wanduguzangu. Dans cette partie, on parle de Swahili Lugha Tukufu na Bora. Je sais pourquoi je l'ai dit. Alors, cela étant dit, madame, je pense que dans votre question, il y a également la réponse. Puisque si on veut effectivement dialoguer, si on veut faire un gouvernement d'union nationale, je crois qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en compte. Le premier élément, il faut voir d'abord les contextes dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Le contexte qui est caractérisé par la guerre, qui est caractérisé par la crispation de la scène politique, effectivement, avec cette manière de pouvoir caricaturer les uns, croire que ce sont des satans, dans la partie sous contrôle du gouvernement central. Je ne parle pas de la partie où l'AFC ou le M23 est en train de conquérir, mais la partie sous contrôle du gouvernement central, il y a cette animosité qu'on commence à avoir de plus en plus. Les uns sont considérés comme des saints, les autres sont considérés comme des diables, alors que nous tous, nous sommes les enfants, nous sommes les compatriotes, nous sommes des Congolais, qu'on soit Mukongo, qu'on soit Mungala, qu'on soit Moussaïl, qu'on soit Moulouba. La beauté de la RDC, la beauté de notre République, c'est cette appartenance, cette diversité-là. Et si on n'arrive pas à décrisper la situation, pour le moment, il va être difficile à arriver à ce gouvernement d'union nationale. Le contexte également, il est qualifié par ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui,
la justice, où nous voyons la justice où certains sont condamnés. Si on prend par exemple le cas de l'ancien ministre honoraire François Roubota, où vous vous rappelez des dossiers forages qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive avec autant de millions de dollars qui ont été perçus dans cela. Mais au départ, il y avait 3 personnes impliquées, mais au finish, les conclusions qui se font, on parle seulement qu'il y a un seul condamné dans un même dossier, dans les mêmes circonstances, détails, des faits. C'est difficile de comprendre cela. Et malheureusement, dans le même contexte que nous sommes en train de vivre, il y a le Conseil supérieur de la magistrature qui menace les gens, comme le Conseil supérieur de l'audiovisuel aussi menace. Donc vous voyez, la situation politique, l'environnement, l'atmosphère politique n'est pas détendue. Donc il va falloir que le chef de l'État, j'apprécie le fait qu'il ait dit cela, il va falloir que ceux qui l'entourent puissent l'aider à pouvoir décrisper la situation politique d'abord pour y arriver, notamment par la libération de certains prisonniers considérés d'opinion, tel le cas du révérend pasteur Mulunda, tel le cas de Mike Mukebai. On a également libéré Jean-Marc Kabound aussi. Jean-Marc Kabound qui venait d'être libéré, c'est un signe fort qu'il faut saluer. Donc il y a d'abord des préalables, et parmi ces préalables, il faut d'abord décrisper la scène politique. On ne peut pas avoir une situation que nous sommes en train de traverser et continuer à mettre de l'huile sur les feux avec des cas comme on a vu à Bencho, le Monseigneur Nchole plutôt, je m'excuse, on a ravi son passeport. Après, donc, vous voyez, au même moment, nous sommes en train de chercher la paix. Au même moment, on est en train d'amener des situations qui ne vont pas permettre à ce qu'on arrive à cette paix-là. Ça, c'est un premier élément, les préalables qu'il faut, les contextes. Et le deuxième élément, il faut se poser quels sont les acteurs qui vont participer à ça. Et si on parle des acteurs, on ne peut pas parler des acteurs qui vont participer à ça sans les écouter. Ça veut dire que si Moïse Katumbi a refusé de participer puisqu'il représente une opposition parlementaire aujourd'hui, malgré que minoritaire au niveau du Sénat, mais il représente une opposition parlementaire. Il y a le FCC, il y a Fayoulou, il y a Mouzito, il y a la société civile, avant de parler de l'opposition armée. Donc, il faut d'abord les écouter. Pourquoi ils ne veulent pas faire partie du gouvernement? Donc, on ne peut pas arriver à cela sans prendre en compte les acteurs. Et si on veut prendre en compte les acteurs, il ne faut pas qu'on fasse ce que nous avons vécu dans ces pays, où on va faire les débauchages de certaines personnes pour n'avoir les résultats escomptés. C'est-à-dire, on fait la même chose pour croire qu'on va obtenir la chose différente. C'est-à-dire, si on fait les débauchages, on dit non, dans l'opposition, on peut prendre Lumbulumbu, je ne sais pas s'il est de l'opposition, après avoir présidé l'Assemblée, vu comme vice-président. Nous avons une fois échangé au téléphone 2-3 fois. Donc, si on fait les débauchages, Maman Arlette, ça ne va pas donner les résultats. Puisque, en faisant les débauchages, sans avoir écouté les raisons profondes qui poussent aux uns et aux autres de ne pas participer à ce gouvernement d'union nationale, on n'aura pas les résultats. Ça sera comme on avait fait à l'époque de Dem Kodjo. Les problèmes que nous avons dans ces pays, on ne regarde pas dans les rétroviseurs pour savoir nous venons d'où. Et Dem Kodjo avait organisé les concertations au niveau de l'OIA, je crois. On a fait un gouvernement où était Sami Badibanga, si je ne m'abuse pas. Après, ça n'a pas marché. Il fallait recourir à Saint-Sylvestre. C'est là où est sorti Tchibala. Donc, on risque de faire un gouvernement d'union nationale qui ne va pas produire les résultats escomptés. Et j'ai beaucoup aimé quand vous m'avez posé la question, si ce gouvernement d'union nationale va permettre de juguler, va permettre de résoudre, ou à la limite, et d'ailleurs, in fine, à résorber la crise qui se vit à l'est de la RDC. Je ne pense pas. Cependant, il est important, comme le président de la République a tendu la main, il a annoncé cela, que ceux qui l'entourent quittent cette théorie-là de la cueillette, de la frappocratie. Ceux qui entourent le chef de l'État, au lieu de l'aider, au lieu d'aider à consolider les pouvoirs, au lieu d'aider à travailler pour la cohésion nationale, au lieu d'aider à travailler pour la stabilité des institutions, ils sont là entrés dans des dossiers où il faut chercher l'argent par-ci, par-là, et oubliant que les sièges qui les permettent d'avoir l'argent, c'est l'institution président de la République, c'est la stabilité du pays. Une fois la stabilité n'est pas là, une fois le président est affecté, le reste va tomber. Ça, c'est un élément. L'autre élément, je crois que nous tous sur ce plateau, Lumbulumbu a parlé des concepts république, mon frère Sylvestre venait de parler du concept patrie, et moi j'ajoute la nation. Et donc, si on prend ces trois concepts-là, on les met avant toute chose, on peut arriver à une solution. Et donc, il ne faudrait pas que les uns pensent que non, nous qui sommes du côté qui est contrôlé par la partie gouvernementale, et que ceux qui sont de l'autre côté ne sont plus des Congolais, ne font pas plus partie de la nation. Parce que la nation congolaise, il faut la consolider, il faut la préserver, il faut y travailler d'une manière permanente et continue. Ça veut dire concrètement que
on essaie de voir dans la majorité, dans l'opposition, dans la société civile, dans l'opposition armée, comment est-ce qu'on peut faire. Et pourquoi nous sommes arrivés à cela? Pourquoi on n'arrive pas à juguler la crise? C'est tout simplement ce que Lumbulumbu venait de dire ici. Les élections de 2023 n'ont pas été des élections, c'était des tripatouillages impossibles. Mais à l'heure actuelle, dites-nous, on va pas quand même revenir sur la question des élections, sur la question des élus. Non, à l'heure actuelle. Non, je pense qu'il est important d'y revenir, puisqu'il faut chercher les causes profondes, raison pour laquelle il faut écouter les gens. Je donne un cas simple. Ce qui s'est passé au Sénat, l'avantage que nous avons l'occasion de faire le monitoring, ce qui s'est passé au Sénat où l'opposition parlementaire de Moïse Katumbi a plus de sénateurs, plus de députés, mais on prend quelqu'un qui vient de l'opposition de façade, il prend la place qui était prévue même pour l'opposition. Vous voyez, ce sont des éléments qui constituent des frustrations, et je l'ai toujours dit, et je l'avais toujours dit, les frustrations d'ordre électoral, madame, sont plus dangereuses que les frustrations d'ordre politique. Les gens qui ont perdu l'argent, ces gens-là, ils peuvent s'exprimer d'une manière ou d'une autre, mais peut-être qu'ils ne sont pas prêts à participer. Ils veulent d'abord dire non, il y a eu telle situation qui n'a pas marché, et s'il faudrait arriver pour besoin de cause, moi je n'ai pas ma langue au chat, je n'ai pas ma langue de bois, s'il faudra qu'on arrive à dissoudre l'Assemblée, à dissoudre le Sénat, et faire un parlement de transition, ou un parlement qui va intégrer tout le monde, pourquoi pas ne pas le faire? Parce que nous tous, nous sommes convaincus, et vous le savez, madame, et personne ne peut me contredire sur ce plateau, même parmi les téléspectateurs, qu'il y a eu des députés nommés. Il est impossible d'avoir une assemblée monocolore de plus de 90% appartenant à une seule famille politique. Nous sommes dans quelle démocratie? Ça ne marche pas et ça conduit aux frustrations. Et donc, moi, je pense qu'il est important que les chefs de l'État puissent écouter les gens. Et en écoutant les gens, si on ne veut pas organiser le dialogue, je suis d'accord, mais on peut organiser un mécanisme, comme venait de citer mon compatriote Sylvestre, où on peut écouter les gens, des concertations, des consultations, comme les catholiques et les protestants sont en train de le faire, pour savoir qu'est-ce qu'on reproche au contexte, qu'est-ce qu'on reproche actuellement pour que les contextes politiques ne puissent pas donner les résultats, ne puissent pas stabiliser le pays, ne puissent pas répondre aux aspirations, aux attentes de la population. Mais déjà, la démarche est en train d'être faite avec les églises. Moi, je pense que... Bon, je vais... Oui, vous allez revenir, justement. Oui, moi, je pense que à l'ère actuelle, on ne peut pas parler des élections. Du fait que si aujourd'hui, l'agression que nous connaissons aujourd'hui, avec la situation que nous voyons, les terroristes en train maintenant de massacrer notre population au niveau du sud et du nord Kivu, c'est un mauvais signal qui nécessite l'unité nationale. Nanga, aujourd'hui, lui-même regrette dans son fond intérieur. Il vous a parlé de ça? Non. Vous l'avez eu au téléphone? Non, pas la voix au téléphone. Psychologiquement, quand vous voyez l'individu, il est dans la poche des Rwandais. Et il risque de connaître ce que Ngandou Dissas avait connu. Ici, mes frères congolais, cessons de jouer avec la République. Ce n'est pas le moment de parler de divisions Est-Ouest. Ce n'est pas le moment de parler de Swahili, les Chiluba, les Kikongo, les Mungala. C'est le moment de parler de l'unité nationale et que toutes les tribus soient ensemble pour combattre l'ennemi qui est le Rwandais, les militaires rwandais qui veulent nous prendre en otage. Mais déjà... S'il vous plaît, madame. Oui. Les frustrations au niveau interne. Au niveau interne, il faut savoir que quand vous êtes en confrontation militaire avec un autre État, la première des choses, c'est que l'ennemi, avant de vous attaquer, il doit infiltrer ces éléments au niveau des services de sécurité, au niveau de l'armée, au niveau de la politique. Et c'est ce que vous avez plusieurs égarements ici,
où les individus, l'Église, est dans une démarche pastorale de concilier les points de vue des politiciens pour parler le même langage, détruire les frustrations et avancer dans une bonne direction. Et si la même personne, l'Église qui a été reçue par les chefs de l'État, les évêques ont été reçus par les chefs de l'État. Mais ça n'a pas empêché qu'on confisque le passeport de... C'est lui qui confisque. Ça veut dire qu'en même temps, qu'on est dans ces démarches-là, qu'en même temps... Je dois vous dire ceci. C'est lui qui confisque. C'est un ennemi de la République. Même s'il est au niveau de la majorité présidentielle de l'Union sacrée, il est ennemi de la République. Pendant cette période ici, c'est lui qui doit confisquer le passeport d'un évêque qui a la quête d'une solution pour atténuer le feu, atténuer les frustrations. Celui-là, il est l'ennemi de la République. Et les ennemis de la République, on ne les retrouve pas seulement dans la rébellion. On vous remet la parole de revenir dans l'ordre normal. Au niveau interne, on les retrouve. Non, je pense, Sylvestre, nous sommes d'accord sur un élément, effectivement, la paix, et qu'il faut éviter de faire de frustration. Mais les questions, je l'ai dit et je le répète et je pèse bien les mots. Je n'ai jamais dit des choses par mes sentiments et mes émotions. Si on veut régler la question et que peut-être il faudra y arriver, il ne manquera pas de mettre la question de dissoudre l'Assemblée et le Sénat sur table. Retenez ce que je vous dis à la date d'aujourd'hui. D'autant plus que ces frustrations-là, les gens qui ne se retrouvent pas, le président a été élu, il est légitime, mais il y a des gens qui contestent la légitimité. Vous ne pouvez pas les nier, que ça vous plaise ou pas, que ça me plaise ou pas. La réalité des faits, elle est là. Et donc, il faut savoir maintenant, dans pareilles circonstances où il y a une légitimité qui est mise en cause de certaines institutions. L'institution président de la République, c'est la seule institution qu'il faut toujours... Pour moi, c'est la ligne rouge. Je l'ai toujours dit, c'est lui le symbole de la nation. C'est lui le pilier sur lequel repose toute la structure nationale. Et donc, mais les autres institutions, si on met leur légitimité en cause, pourquoi ne pas les dissoudre pour trouver un mécanisme de construire ensemble et de voir comment est-ce qu'on peut régler cette crise? D'autant plus que la question de Nanga, je ne veux pas en parler, peut-être que lui, il a fait son choix. Si vous avez pitié de lui, je crois qu'il faut lui parler pour dire non, j'ai pitié de vous, mon frère Nanga, qui était là, s'il est votre frère. Mais je ne comprends pas comment vous pouvez avoir pitié de celui qui a décidé de se sacrifier. Celui, s'il a décidé de se sacrifier, si on va le tuer, lui, il a fait son choix. Vous pensez qu'il n'est pas conscient? Vous pensez qu'avec tout ce qu'il avait comme confort ici, Nanga, après avoir présidé la CENI, il accepte de quitter, il va en forêt, il fait tout ce qu'il fait ça sans avoir de conviction. Mes frères et sœurs, on peut les caricaturer, je l'ai toujours dit, on peut l'appeler diable, mais il faut savoir qu'il a ses convictions et à un moment donné, il faut savoir l'écouter et je crois qu'il est important. Et donc, si on doit pousser dans la majorité, dans l'opposition, ils ne font pas y aller par confiance, il faut y aller par rationalité. Ça veut dire, vous pensez que les gens qui sont dans la majorité, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Ceux qui sont dans l'opposition, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Ceux qui sont dans la société civile, qu'est-ce qu'il faut apporter? Malheureusement, ceux qui entourent le chef de l'État ou la famille du président de la République, la famille politique bien sûr, même s'ils savent que les gens sont compétents quelque part, s'ils ne sont pas dans des coteries, je ne sais pas, d'ordre quelconque là, on pense que ces gens ne peuvent rien apporter. Mais monsieur Lumbu, disons-le, monsieur Lumbu. Si on doit parler aujourd'hui de ce gouvernement, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on le disait, on parle de moins en moins de ce qui se passe au Nord Kivu, de ce qui se passe à Bukavu. À peine, on revient encore sur la question de qui va être au gouvernement, qui ne va pas être au gouvernement. N'est-ce pas là des formes de distraction aujourd'hui dans le contexte dans lequel se retrouve la République démocratique du Congo? Et s'il y a lieu de décider, si les convictions sont bonnes, pourquoi ne pas consulter en amont et décider carrément? Parce que c'est comme si
on est maintenant dans un autre jeu. Le ballon est lancé et l'on voit également les déploiements. C'est vrai que c'est la semaine qui a commencé. On a vu le déploiement. C'est X qui va dans sa province pour sensibiliser sur l'effort de guerre. Il y a tel qui va auprès de sa base électorale et quiconque. On sent maintenant que le chef de l'État parlait, que personne ne le soutient. C'est tout le monde qui veut démontrer au chef de l'État que je vous soutiens et que je mérite soit d'être reconduit dans le gouvernement, soit d'être carrément mis dans ce gouvernement. Bon, évidemment, moi, je ne parlerai pas de la distraction. Je ne peux pas parler de la distraction. Pourquoi? Parce que j'estime que le chef de l'État, c'est le premier citoyen de notre pays à être le mieux informé sur tout ce qui se passe dans tous les secteurs. Ça veut dire qu'avant de prendre cette posture-là, il doit avoir eu des informations pour lesquelles il y a des problèmes qui nécessitent que l'on puisse penser cohésion nationale. Et dans ce sens-là, je pense qu'il faut le soutenir. Il a dit au sein de la majorité, au sein de l'Union sacrée, il n'a pas eu le soutien nécessaire en dépit du fait qu'il y a des partis politiques qui sont bombardés de autant de ministres, autant de ceci, autant de cela. Il faut dire ici qu'il a cité le ministre d'État Guy Ndomboyo, qu'il faut féliciter, le VPM Jean-Pierre Bemba, le VPM Liaou, qu'il a cité nommément, qu'il reconnaît, il a aussi dit qu'il y en a beaucoup, mais bon, à défaut de tous les citer... Mais de manière globale, il a parlé d'une déception. Et s'il a parlé d'une déception, c'est qu'il a des informations, où il a constaté lui-même, que l'élan que devrait prendre le membre du gouvernement, pour ne pas dire les membres du gouvernement, parce que les membres du gouvernement, c'est des personnalités qui sont issues des partis et regroupements politiques. Donc l'élan que devrait prendre le regroupement politique pour l'accompagner dans cette crise-là, cet élan-là, il n'a pas constaté. Vous allez même constater sur le plateau de vos chaînes de télévision, ils sont moins rares, qui peuvent venir ici s'afficher, parler pour soutenir officiellement les chefs de l'État. Même au sein de l'UDPS, il n'y en a pas. Ils sont très il y a rares. de moins en moins, même au sein de la famille politique du chef de l'État, il y a de moins en moins. Voilà pourquoi j'ai dit que le chef de l'État s'est dit être déçu. Mais face à une déception comme celle-là, face à l'impératif de la consolidation de la stabilité de l'État, que peut-il faire? La solution, il me semble, même moi à sa place, je vais prôner le gouvernement d'union nationale. Mais attention, M. Galou, ça l'a dit. J'ai l'impression que les choses se répètent. Les choses se répètent, pourquoi? Parce que dans un contexte presque pareil, nous sommes en 1997. 95, 96, 97, c'est la guerre de l'AFDEL qui fait rage. Le gouvernement de Mobutu, nous avons le gouvernement Kengo 1, Kengo 2, Likulia. Je me rappelle très bien parce que mon père était ministre dans le gouvernement Kengo 2, ministre des Affaires sociales. Il se trouve qu'à l'externe, nous obtenons ce que nous venons d'obtenir. Une position du Conseil de sécurité des Nations Unies avec une résolution, c'est la résolution 1097 votée le 18 février, au mois de février, en 1997, qui a le terme similaire au terme de la résolution 2373 votée le 21 février 2025. À ce moment-là également, c'est des gouvernements d'union nationale qui se succèdent. Mais le résultat, c'est quoi? Mobutu est tombé. C'est pourquoi il est important. Les Kinois disent Talasima, Zongamoto. Je pense que l'histoire doit nous enseigner. C'est pour ça que l'histoire est faite pour qu'on s'y réfère. Qu'est-ce qui n'a pas marché à ce moment-là? Si dans le contexte presque similaire, on a réussi à obtenir une résolution du Conseil de sécurité avec les mêmes termes que c'est ce que nous avons obtenu, les gouvernements d'union nationale se sont succédés, mais malgré tout ça, la guerre a progressé. C'est là que je suis d'accord avec l'analyse de l'aîné Sylvestre, qui dit, mais attention, à côté de l'iceberg que nous voyons, la partie visible de l'iceberg, mais nous avons les multinationales qui sont derrière le Rwanda, qui sont derrière Nanga, et qui peuvent boutiquer les choses. C'est très très important. Donc la question, le gouvernement de l'Union nationale, à l'interne, pour essayer de rassembler les intelligences au profit de la nation, au profit de la République, au profit de la patrie,
Je pense que c'est l'une des solutions. C'est pourquoi j'ai dit, ça peut nous aider à juguler les frustrations au niveau interne, et ce n'est que l'une des solutions. Mais comment faire la différence aujourd'hui entre hommes d'État et hommes politiques aujourd'hui qui ne veulent que se retrouver dans la mangeoire aujourd'hui? Évidemment, on confirme aujourd'hui que les politiques ne voient que la RDC comme un gâteau où ils doivent se retrouver quand il fait beau. Parce que maintenant, là, quand ça crépite, on sent de moins en moins de communicateurs, on sent de moins en moins cet engouement des hommes d'État qui veulent effectivement défendre une conviction, un idéal ou encore une nation. Là, vous avez délié ma langue pour que je parle de notre aspect important par rapport à ces gouvernements. Vous savez, dans le contexte que nous avons aujourd'hui, c'est un contexte dans lequel le peuple lui-même vit dans l'incertitude. De telle sorte que je pense qu'il y a des nouvelles figures, n'est-ce pas, au sein du gouvernement, et alors des vrais patriotes. Rien que la mise en place d'un tel gouvernement, cela va augurer une sorte d'espoir. Ne serait-ce que sur le plan psychologique, le peuple va se dire, peut-être que ceux-ci vont faire mieux que ceux qui sont partis. Mais là, le président de la République doit nous rassurer que ça ne doit pas toujours être le même. Nous en avons. Il a été ministre dans le gouvernement de Mobutu. Il a travaillé avec Mzee Laurent Désiré Kabila. Il a travaillé avec Joseph Kabila. Il travaille avec le président Tshisekedi. Il va revenir. Mais ces pays, il n'y a que ceux-là qui ne peuvent qu'être des ministres. Mais cela se répète également avec, le premier mandat et le deuxième mandat nous pensons que le président de la République, c'est pratiquement les mêmes ministres qui reviennent. Le président de la République devrait faire attention, et c'est la raison pour laquelle je pense que son conseiller en matière de sécurité qui va faire la consultation devrait se rassurer que ce ne sont pas toujours le même. Il faut essayer de capitaliser les nouvelles intelligences, n'est-ce pas, et donner la chance à toutes les couches de la population d'apporter sa contribution. Est-ce un problème des nouvelles têtes, des compétences avérées dans la gestion de la Respublica? Parce qu'il y en a eu. Quelqu'un peut travailler avec Mobutu, mais il a des compétences indéniables. Aujourd'hui, les Congolais le disent sans que personne, par exemple, ne l'y pousse. On dit, à ces instants, on aurait bien voulu avoir un Lambert Mende. Ça, ils le disent, personne ne leur demande de dire ça. Madame, moi, aujourd'hui, au-delà des nouvelles têtes, oui, les compétences avérées, en cette période, pour rassurer la population, pour communiquer avec la population, on sent qu'il y a ce manque, ce déficit-là au sein du gouvernement, disons-le. Moi, j'ai de l'admiration, madame, pour madame Thérèse Wagner. Oui. Mais écoutez, c'est une dame qui fait la fierté de la jeunesse. Quand je parle des nouvelles têtes, je fais allusion ici à Thérèse. Elle fait la différence très jeune, hein, très jeune. Elle fait la différence par rapport à la question de l'efficacité dans l'action. Elle n'est pas populiste comme certains des ministres que je vois ici, je ne vais pas citer les noms. Trop de populisme, rien de concret. Voilà une nouvelle tête qui vient avec des résultats. Moi, j'ai qualifié le mois de février le mois diplomatique. Combien de résolutions n'a-t-on pas eu au mois de février grâce à l'efficacité et la compétence de cette dame? C'est des personnes comme ça que nous voulons au gouvernement. Vous parlez les gens auraient bien voulu avoir Lambert Mende. Est-ce qu'il n'y a pas un autre Lambert Mende, à part lui-même, Lambert Mende, dans ce pays, pour que ce soit toujours lui qui revienne? Non, il représente aujourd'hui... Nous avons aujourd'hui Patrick Mouyaya. On le dit aujourd'hui, c'est l'unité des mesures. Ça veut dire que même la personne qu'on devra choisir, si ce n'est pas lui, qu'il soit calqué sur ce modèle-là. Donc aujourd'hui, il fait référence dans la gestion de la Respublica dans un domaine donné. S'il vous plaît, madame. On prend M. Sylvestre quand même. Je pense que mon frère ne m'a pas bien compris quand je citais les Nonanga. Nous sommes en 1997. Laurent Désiré Kabila entre avec l'AFDEL. Tshisekedi Wamulumba quitte ici et rejoint Mobutu en France. Ah oui. Et là, Tshisekedi avait traité à deux avec Mobutu, sans une autre personne. Et il sort, il dit, il y aura le gouvernement d'union nationale.
Et il dit, mon frère, Laurent Désiré Kabila, vous avez votre place au gouvernement, laissez cette bande des Rwandais. Il avait adressé un message, et c'est politique. Lorsqu'il y a une guerre d'agression et qu'on met des compatriotes pour camoufler, on ne peut pas faire comme nous faisons. La politique, vous ne pouvez pas en même temps parler de la cohésion, parler de diabolisation, et vous ne voulez pas qu'on cite les acteurs clés de la crise. Et quand, c'est pourquoi j'ai cité son nom, parce qu'il est congolais. Il est traître, mais il est congolais. Et je dois le citer. Dire que là, et quand Mobutu et Tshisekedi se sont parlé, comme au niveau des services d'intelligence, les gens étaient achetés par l'ennemi, par des services secrets extérieurs, qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau même de la famille politique du chef de l'État Mobutu, les gens diabolisaient Tshisekedi pour faire sortir un autre premier ministre qui n'était pas accepté par le pouvoir, par le peuple. Ça, c'est historique. C'est pourquoi, quand on est dans une période... Là, je suis d'accord avec toi. On est dans une période 100%. pareille, on doit avoir des solutions responsables. Mais là, vous venez de dire un élément important. Aujourd'hui, la question de la population. Est-ce que dans les choix, c'est le réel problème aujourd'hui? S'il vous plaît, madame, il y a deux structures. Deux structures qui la population accepte et qui sont maintenant en mouvement. Cinco et CC, c'est au niveau pastoral. Les pères spirituels de tout le monde, de la société civile, de l'opposition. Ils ont les cahiers de charges. Ils ont les lignes, la ligne politique. Ils ont parlé avec le chef de l'État. Et ils vont transmettre les rapports complets au chef de l'État. Deuxièmement, dans le gouvernement d'union nationale que le chef de l'État venait de lancer, il n'a pas parlé de présidium de l'union sacrée. Pourquoi on doit parler de l'union sacrée ici? Il a parlé de conseiller spécial en matière de sécurité. Cela signifie quoi? C'est-à-dire la responsabilité actuelle du gouvernement. Consultation. C'est entre les mains de la sécurité du pays. Et la sécurité du pays, mon cher ami, madame journaliste, votre fiche est là. La fiche de tout le monde. La sécurité a la fiche de tout le monde. Parce que l'année extérieure, intérieure, travaille dans l'ensemble de la République. Ils ont des canaux partout. Et lorsque le conseiller spécial est dans la consultation, il y a l'ANER, il y a l'ex-DEMIAP, il y a DGM, il y a tous les services de sécurité sont en mouvement pour détecter les intelligences du pays. Et là, le gouvernement qui sortira, ce n'est pas un gouvernement de collabos, ni un gouvernement de pot de vin. Donnez-moi $1 million, je vous donne 500 000 $ et je passe ministre, je vous donne autant. Au niveau politique, c'est faisable. Qu'adviendra-t-il alors? C'est faisable. C'est-à-dire, qu'adviendra-t-il alors de la famille politique, justement, l'union sacrée, n'est-ce pas? Des frustrations encore en gestation? S'il vous plaît. La politique, c'est une affaire de concession, madame. Et lorsqu'on est dans une période de guerre, on a des réponses fortes. Les réponses fortes, mon frère dit, il faut effacer carrément le Parlement. Les uns disent, il faut effacer carrément les gouverneurs, les assemblées au niveau de province. Chacun a
au moins son cahier de charges de ce que lui il attend du gouvernement d'union nationale. Mais tout ce que nous parlons ici, ce n'est pas dans la tête d'un conseiller spécial en matière de sécurité. Le conseiller spécial en matière de sécurité, premièrement, il est là pour sécuriser le pays. Il est là pour sécuriser le régime. Il est là pour protéger les chefs de l'État, mais non pour protéger des individus à l'Union sacrée ni au Parlement. C'est pourquoi j'ai dit, quand le chef de l'État dit, moi, conseiller spécial, c'est-à-dire, vous savez que ce conseiller spécial, il peut interpeller n'importe qui, même président de l'Assemblée, n'importe qui. Alors, l'objectif, ce sera quoi exactement dans la faisabilité? Le gouvernement d'union nationale, oui. Le conseiller spécial en matière de sécurité va faire le casting. Mais c'est pour quel objectif? Parce que il y a des attentes au niveau de la population. Ils devront répondre à quoi exactement sur terrain? Oui, je pense effectivement il y a des attentes pour le moment. Et fort malheureusement, le gouvernement actuel n'a pas répondu à la première attente qui était où la mission principale, c'est celle de sécuriser la population, celle de sécuriser le peuple et les biens. Mais à côté de ça, il y a les sociales. On sent qu'avec le gouvernement actuel, je ne sais pas s'il y a quelqu'un comme... qui peut dire ou qui peut donner des éléments ou qui peut donner des indicateurs sur le plan social que ce gouvernement a réalisé au profit de la population. En tout cas, je n'en vois pas. J'aime bien Mme Souminoua, c'est ma maman, je respecte beaucoup les mamans, mais je crois qu'elle a échoué. Et comparativement à ce que Lumboulum venait de dire, la dame du ministère des Affaires étrangères, si c'est elle qui était la première ministre, peut-être qu'elle allait faire bouger les choses. Et en même temps, on n'a pas senti cette main tendue, on n'a pas senti comment le gouvernement a pu aider le président, puisque le problème, Madame Arlette, c'est que le gouvernement devrait être comme une force tampon et laisser le président de la République au-dessus de la mêlée. Mais malheureusement, le gouvernement, le fait que c'est un gouvernement mou, c'est un gouvernement qui ne répond pas aux besoins sociaux de la population, c'est un gouvernement qui n'est pas politique, c'est un gouvernement qui n'arrive pas à initier des actions qui peuvent décrisper, qui doivent éviter des frustrations de temps en temps. Ce qui se passe dans les pays avec la caricature, la chasse, avec tout ce qui se passe, je ne veux pas en revenir. Le gouvernement actuel n'est capable de rien. Il n'arrive pas à juguler aucune crise. Alors, je pèse bien les mots, aucune crise. Ce qui fait que tout retombe encore sur les épaules du chef de l'État. On est en train de voir tout. Même là où le président de la République ne pouvait pas intervenir, le banditisme urbain ici, c'est pas l'affaire du président de la République. Ce qui fait que les gens maintenant, la situation se crispe de plus en plus et les gens commencent à avoir d'autres idées, commencent à croire que le président de la République a échoué alors que le gouvernement pouvait être en mesure de servir de force tampon par rapport aux besoins sociaux. Ce qui veut dire que le gouvernement, effectivement, d'union nationale, là, je suis maintenant d'accord, Sylvestre, votre deuxième prise de parole me rassure, puisque finalement, vous avez dévoilé ce que vous n'avez pas voulu dire avant, et je suis d'accord avec vous. Félicitations fantastiques. Donc, nous voulons effectivement qu'on puisse mettre l'ensemble des fils et filles de ces pays dans un gouvernement ou d'une manière ou d'une autre pour qu'on puisse, j'ai pesé bien les mots, non seulement résoudre la crise, on peut résoudre la crise, mais si on n'arrive pas à résorber cette crise-là ou les problèmes qui permettent à ce qu'il y ait toujours la guerre à l'Est ou à ce qu'il y ait des frustrations, ça ne va pas arriver. La preuve est que l'honorable vient de le dire, on a des résolutions, on a pris même des sanctions contre Kabarebe. Et j'ai vu déjà certaines personnes jubiler, se frotter les mains pour nous, on a sanctionné Kabarebe. Qu'est-ce que ça apporte dans le vécu quotidien des Congolais? Ça apporte quoi sur le plan des massacres, des tueries? Ça apporte quoi sur l'avancée de la guerre? Rien du tout. Et donc, il faut être stupide pour croire effectivement qu'en sanctionnant Kabarebe, en sanctionnant Nanga, parce que Nanga d'ailleurs, il est condamné à mort, donc, si on fait une sanction, ça ne va rien résoudre, à moins qu'on rentre dans ces schémas. Et c'est là où j'apprécie beaucoup la sincérité, la franchise de mon frère Sylvestre, le fait qu'il puisse faire référence à Étienne Tshisekedi Wamulumba. Donc, si on applique la même chose, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous qui l'avez dit, qu'à l'époque, Étienne Tshisekedi Wamulumba, au moment où Laurent Désiré Kabila était en train d'avancer, on lui a dit, mon frère abandonné, venez. Alors, pourquoi on doit faire la politique d'Autriche? On sait que
Ce n'est pas en prenant un bout de papier, en disant ceci, que Bukavu va être libéré maintenant, que Goma va être libéré. Or, nous avons tous besoin de l'unité nationale de ces pays. Et je l'ai toujours dit, Madame Arlette, ces pays ne seront jamais balkanisés parce que la beauté de ces pays, c'est vous, Maman Arlette, vous retrouvez à Goma, vous êtes chez vous. Quelqu'un de Goma se retrouve à Mwanda, il est chez lui. Quelqu'un de Kwilu se retrouve à Kasangulu, se retrouve à Mombaimbongo, il est chez lui. Donc ces pays ne seront jamais balkanisés. Et pour éviter cela, il faut qu'on évite la politique de l'Autriche. Et donc, il faut qu'on puisse prendre le courage. Si le président de la République, comme il est au-dessus de la mêlée, ne peut pas directement engager, que le conseiller spécial qui va consulter les gens, on va lui dire, voici ce que nous pensons. L'Église catholique qui est en train de faire une mission pastorale avec l'ECC va lui dire, et nous, au niveau de la société civile, nous pensons qu'il est important qu'on puisse élaborer un plan de paix de la même manière qu'on l'avait fait à l'époque où il y avait la crise du RCD, puisqu'on est en train d'aller dans le même contexte. Et donc, le plan de paix peut permettre à ce qu'on puisse d'abord raffermir des valeurs sacro-saintes ou des fondamentaux de ce pays, l'unité nationale, et surtout reconstruire et consolider la nation congolaise où on ne va pas voir un Mongala, on ne va pas voir la tête de Moussaïli, on ne va pas voir celui-ci ou celui-là. S'agissant de l'Union sacrée, en un mot, je crois que l'Union sacrée, il est en train de finir. La preuve est qu'il y a des partis qui commencent à quitter l'Union sacrée. J'ai suivi qu'il y a un parti AD, je crois, de l'ancien gouverneur du Sankuru Mukumadi, qui a quitté l'Union sacrée. Et donc, vous voyez que l'Union sacrée n'est pas au-dessus de la nation. Donc l'Union sacrée peut se dissoudre et on peut créer une vraie Union sacrée, comme le disait Vital Kamerhe, malgré qu'il continue à subir des caricatures, continue à être mal compris au niveau de l'opinion. Fort heureusement, j'ai vu le communiqué de l'IDPS où l'IDPS dit qu'il n'envoie pas les gens pour caricaturer, pour injurier Vital Kamerhe. C'est un élément qu'il faut saluer. Et donc, si on arrive à ce point-là, je crois qu'il est possible que ce gouvernement d'union nationale qui va être mis ensemble, en respectant bien sûr les préalables, en tenant compte des acteurs, peut répondre à la fois au social et peut arriver à résoudre la crise à l'est de notre pays. Gouvernement d'union nationale, pour quels objectifs sur terrain? Bon, je crois que d'abord il faut parler de la décrispation de l'espace politique. Il faut décrisper l'espace politique et c'est à travers la décrispation de l'espace politique que l'on mettra sur pied un espace où tous peuvent contribuer pour l'intérêt de la nation. Il faut d'abord rassembler. Et le gouvernement d'union nationale, c'est un gouvernement de rassemblement, en réalité. Parce qu'il rassemble ceux qui sont de la majorité, ceux qui sont de l'opposition, ceux qui sont de la société civile, ceux qui sont des différentes couches de la population. On les met ensemble, on les rassemble, afin de les consulter, afin qu'ils donnent également leurs contributions pour résoudre maintenant les problèmes. Et les problèmes que nous avons, c'est lequel? C'est le problème de l'agression. L'agression dont nous sommes victimes aujourd'hui, évidemment, pour résoudre ces problèmes d'agression, il faut que d'abord au niveau national, nous puissions faire bloc autour du chef de l'État. Exact. Il faut que nous puissions réunir tout le monde autour du chef de l'État. Ce n'est que lorsque nous serons en mesure de faire bloc autour de lui que nous allons affronter l'adversaire de la manière la plus efficace et terminer cette guerre-là. Cela demande un niveau assez élevé du dépassement de soi. Évidemment, ce qui est absolument très difficile dans le contexte actuel. Dans cette démarche, il faut être en mesure de transcender l'appartenance à un parti politique, à un regroupement, à une église, à une langue. Comme l'a dit M. Galoussa, ce n'est pas le moment de dire tel est mon Swahili, tel est mon Ngala, tel est mon Congo, tel est mon Luba. Non. Ce n'est pas le moment. Et ça ne devrait pas. Ce langage-là devrait être sanctionné de la manière la plus claire. Cela n'a pas été fait quand il le fallait. Ça n'a pas été fait. Nous réitérons, nous l'avons demandé. Nous réitérons que des sanctions exemplaires par des audiences publiques, n'est-ce pas, soient organisées pour décourager tout autre Congolais qui viendrait avec ce genre de langage. Et surtout, dans un contexte comme celui-ci, c'est un langage très dangereux. Là, on fait appel au ministre de la Justice, justement, c'est important, mais il faut faire bloc. Ce n'est qu'en décrispant l'espace politique qu'on peut être en mesure de recueillir les points de vue des uns des autres pour résoudre le vrai problème
il y en a beaucoup, mais au premier rang desquels nous avons le problème de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Mais à côté du problème de l'insécurité, il y a d'autres problèmes, les problèmes sociaux, les problèmes économiques, les problèmes environnementaux. Nous en avons beaucoup. Surtout social actuellement, si vous abordez quelqu'un, la réponse est effort des guerres. Vous vous le dites ici, mais les gens qui sont à Bukavu pour le moment, les gens qui sont à Goma, ni les banques ne fonctionnent, les services publics ne fonctionnent pas, et donc il n'y a rien. C'est comme si la vie s'est arrêtée. Mais face à une situation comme celle-là, si nous ne prêtons pas main forte à celui qui est le garant des institutions pour le moment, mais écoutez, moi je ne suis pas de l'UDPS. Non, je ne suis pas de l'UDPS, mais c'est le président de la République. Pour le moment, il faut lui prêter main forte pour toute personne, tout Congolais, qui veut que la sécurité revienne dans notre pays, en ce moment précis, il faut prêter main forte au président de la République. Ce n'est qu'à cette seule condition-là que nous pouvons y arriver. Si déjà nos pères spirituels ont pris l'initiative, parce qu'eux également, à un certain niveau, ils sont au-dessus de la mêlée, parce qu'ils ont dans leurs églises, et c'est de l'opposition, et c'est de la majorité, s'ils ont pris l'initiative dans ce sens-là, je pense que nous devons emboîter cette démarche de nos pères spirituels en prêtant main forte au président de la République. Et c'est là pour sauver la nation, pour sauver la République, pour sauver la patrie. C'est impératif, on n'a rien d'autre à faire pour le moment. C'est un impératif qui devrait caractériser chaque Congolais et c'est une invitation. Nous en profitons pour faire une invitation à tous les Congolais de tous bords. Pour ce moment, transcendons nos clivages Martin politiques. Fayulu l'a dit au cours de transcendons nos clivages politiques. Discours. Nous avons besoin de sauver une valeur, c'est la République, et ça c'est très très important. Monsieur Sylvestre. Je pense que l'objectif principal du gouvernement d'union nationale pendant cette période, c'est mettre fin à la guerre. Et un chef de l'État partout au monde, lorsqu'il est confronté à une guerre d'agression, il a le plan de la paix pour son pays. Et je crois que le plan de la paix du chef de l'État n'a pas été appuyé par l'Union sacrée. Quand il a parlé de la mobilisation contre l'agression, vous aviez vu tout le monde envoya Goma tomber et Bukavu. Chacun voulait maintenant même fuir. Certains peut-être leurs familles ne sont pas ici. Alors, dans ce plan de paix du chef de l'État, s'il n'a pas de gens qui vont appuyer ça, ça va échouer. Ça va échouer. Alors, mettre fin à la guerre, un gouvernement qui doit mettre fin à la guerre, il y a des priorités. La première priorité, c'est quoi? Priorité aux affaires militaires. Un gouvernement qui doit mettre beaucoup de moyens dans l'armée. S'il s'agit même chercher un groupe paramilitaire pour mettre fin à la guerre à l'Est, ce gouvernement doit mettre les moyens. Pas les gouvernements, les gens, les individus qui on donne 1 million et ça va arriver maintenant au niveau de l'armée 500 000. Mais alors, dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par déclarer l'état d'urgence Madame, s'il vous plaît, je donne d'abord les priorités de ces gouvernements. Parce que quand on parle de priorité aux affaires militaires, c'est sans une armée forte, organisée, dans un pays comme la RDC, on sera tous des esclaves ici. Si le Rwanda, aujourd'hui, nous allons l'écraser, demain ce sera un autre pays, une autre puissance. Parce que toutes les puissances du monde ont envie des matières rares, les minéraux rares qui sont en République démocratique du Congo. Dans un tel pays, il faut une armée forte. Et pour avoir une armée forte, il faut avoir des sanctions fortes. Parce qu'il y a ici l'absence de sanctions. On écoute seulement que tel officier, ils ont volé l'argent qui était à l'Est. Ils ont mal déclaré l'effectif. Mais des gens pareils, c'est la haute trahison. On devrait vraiment avoir des procès publics pour sanctionner ces gens-là de manière pédagogique pour que les autres ne puissent pas emboîter le pas.
à part la priorité au niveau de l'armée. Il y a aussi la protection de notre économie. Il faut un gouvernement qui doit donner à manger au peuple. Parce que quand un peuple n'est pas la misère du peuple, c'est une bombe atomique contre le régime, contre les chefs de l'État. Le peuple affamé, c'est une bombe atomique. Et si le peuple ne vous accompagne pas, c'est la mort du système. Le système est écrasé. C'est pourquoi un gouvernement qui entre là, la première des choses, c'est apporter des sourires dans les maisons des Congolais. Et il faut avoir un bon ministre de l'économie, avoir un premier ministre qui voit le budget de l'État et qui surveille qu'est-ce qu'on doit donner à manger au peuple et qu'est-ce qui n'est. Et un gouvernement qui connaît les acteurs, connaissent la géopolitique internationale. Pas des individus, ils se réveillent, ils ne connaissent même pas comment les choses fonctionnent maintenant au niveau international. Il est là pour chanter et danser à la gloire des individus. Pas des chanteurs, pas des cultes de personnalité. C'est un gouvernement qui doit apporter des solutions aux problèmes du pays. Vous n'avez pas des gens qui maîtrisent la géopolitique internationale pour connaître qu'aujourd'hui nous parlons. Trump est dans une diplomatie. Quelle diplomatie? De business. Il cherche des minerais pour monter l'économie américaine, que l'économie américaine soit une grande puissance, plus que la Chine. Et s'il a la RDC, il va dépasser la Chine. Et la Chine va dire non, moi je suis là. La Russie va dire je suis là. Alors il faut des individus capables de concilier les points de vue des grandes puissances pour que le pays soit stable, stabilisé. Si vous mettez un individu avec beaucoup de diplômes, avec des Français, il ne connaît même pas comment la politique internationale fonctionne, ils vont aller là pour distraire les chefs de l'État. Un dernier mot, on termine avec vous. On a déjà fait signe on est déjà dans le temps. Non, les derniers mots, je réitère ce que nous avons toujours dit, et je pense qu'il n'y a aucune honte que ceux qui peuvent aider le président de la République de pouvoir lui mettre dans cette casquette de père de la nation, de pouvoir comprendre que tous les Congolais restent des Congolais, mais également qu'on puisse arriver à décrisper la situation politique pour le moment. Et j'en arrive à recommander, c'est mon analyse personnelle, je suis en train de craindre qu'au fur et à mesure on laisse la situation en train d'évoluer, lorsqu'on voit l'adhésion que l'AFC commence à obtenir, que ce soit à Bukavu ou à Goma, l'adhésion et tout ce qu'il est en train de récolter avec ce qui se passe au niveau de l'armée ailleurs, je crains qu'il ne puisse pas évoluer et qu'à ce moment-là, ça sera difficile de pouvoir arrêter la machine. Fort heureusement, mon aîné Sylvestre venait de dire qu'à l'époque, Étienne Tshisekedi Omolumba avait tendu la main à Laurent Désiré Kabila, qui est comparé à Nanga selon ce que vous avez dit sur ce plateau. Je vous dis grand merci à vous, Monsieur Moussagaloussa. Voilà. Merci beaucoup. Moussagaloussa. Également à vous, Monsieur Jean-Paul Lumbulumbu. Grand merci également à Monsieur Sylvestre. C'était un réel plaisir de partager ce plateau avec vous. Oui, nous le disons, le Congo nous appartient à nous tous. Oui, on doit en finir avec le populisme et avoir des hommes d'État pour justement arriver à gérer la nation et nous apporter les résultats escomptés, surtout en ce temps de crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Un gouvernement d'union nationale. Pourquoi et avec qui? C'était la thématique d'aujourd'hui. Nous vous disons grand merci. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.